Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous évoquons l'histoire d'un autre congrès panafricain qui intervient après la première conférence panafricaine tenue à Londres en juillet 1900. Il s'agit du congrès de Paris de février 1919. Ce congrès, qui se tient au lendemain de la Première Guerre mondiale, se veut une occasion pour promouvoir l'idée anticoloniale au moment où se tient dans la capitale française la fameuse conférence de paix de Versailles. C'est grâce aux députés du Sénégal, Blaise Diagne, que les panafricanistes ont pu avoir l'autorisation pour se réunir à Paris. Mais l'initiateur de ce congrès est l'Afro-Américain William Edward Burghardt Dubois. Ce congrès s'ouvre donc le 19 février 1919 pour 2 jours dans la salle du Grand Hôtel du boulevard des Capucines à Paris. Diane est élu président du congrès et Dubois assure le secrétariat. Pour revenir sur cette rencontre importante dans l'histoire du panafricanisme, j'ai le plaisir de recevoir avec moi dans les studios d'Ifriqiya FM Zohra Al-Hayani, Samuel Akizimana et Abdallah Issouf. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Abdallah. Justement. Alors, ce congrès, son importance, et notamment, il intervient dans ce contexte d'après-guerre. Oui, justement, le congrès panafricain de Paris de février 1919, c'est un congrès qui a été très marquant après celui de 1900 qui s'est tenu à Londres. Donc, c'est un congrès qui s'est tenu juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un congrès aussi qui a réuni beaucoup de leaders du mouvement de panafricanisme, notamment Blaise Diagne et Webb Dubois, qui ont joué un rôle important pour ce congrès et pour unir tous les leaders du mouvement du panafricanisme. Et c'est un congrès qui a eu lieu, je pense, au moment opportun, parce que c'est juste après la Première Guerre mondiale, 1919. Et les Africains se sont mobilisés. Pourquoi? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, les Africains ont été utilisés d'une manière injuste. Il y avait eu beaucoup d'Africains qui ont été exportés de l'Afrique vers l'Europe pour lutter pour la libération du côté des Européens. Il y avait eu des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs africains qui se sont mobilisés pour quitter l'Afrique pour partir là-bas en Europe, battre aux côtés des Européens. Et c'est un congrès aussi qui a permis de dénoncer l'injustice qui a été subie par les Noirs et les Afro-descendants aussi. Mais il y a plusieurs points qui ont été discutés, notamment sur... Avant de revenir un petit peu sur l'ordre du jour de ce congrès, je pense qu'il y a eu quand même, malgré toutes les difficultés à l'époque, il y a eu 57 délégués venus de 15 contrées, c'est-à-dire des États-Unis, d'Europe, d'Afrique et des Caraïbes. Oui, effectivement, parce que, vous savez, avant de rebondir sur ça, moi j'aimerais commencer par une petite citation qui me touche à cœur et que je vois que ça va même dans le même contexte. Les gens qui suivent les mangas, je pense que les auditeurs vont comprendre cette phrase, ils savent d'où ça vient. Cette citation dit ceux qui ne comprennent pas la véritable douleur ne peuvent pas comprendre la véritable paix.
au fait, en comprenant dans cette situation, il y avait une délégation incroyable qui était venue lors de ce congrès, parce que le but de ce congrès est très important. Et vous avez dit aussi que c'était aussi après l'après-guerre mondiale. Vous savez, c'était à l'époque où les Occidentaux étaient en train de redéfinir encore le partage d'une fois de l'Afrique dans ce contexte-là. Et les gens qui ont tellement souffert à travers ça. Quand vous parlez par exemple de Blaise, etc., c'est même en regardant même à travers ces combats, était en train de dire mais les Afro-Africains, les Noirs, etc., ils se sont battus pour la liberté de certains pays occidentaux. Donc ils ont droit à avoir cette émancipation. Ils ont droit au fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient souffert et qui étaient en train de chercher la paix. Donc en regardant, c'est des intellectuels venus de part et d'autre. Il faut le préciser, c'était des intellectuels. C'était pas juste un rassemblement de gens de peau de couleur. Non, c'était un rassemblement. C'est ce qu'on appelle l'avant-garde. Exactement. En fait, c'était une préparation pour des gens qui cherchaient cette véritable paix. Ils étaient là, en union, en train de discuter sur les problèmes de ce qui s'est passé au niveau du continent africain et des souffrances des afro-descendants, où ils étaient en train de vouloir chercher cette paix, parce que c'est dans le contexte de paix qui était là, parce que vous avez parlé de l'après-guerre. Après-guerre, il y avait quelque chose qui est en train de se dessiner. Donc les Noirs étaient en train de se réunir en disant nous devons avoir cette liberté, nous devons définir aussi ce qui va être notre sort à nous. Ils étaient en train de vouloir réclamer leur liberté et leur émancipation en disant il faut que les choses puissent changer. Donc ça vient dans un contexte vraiment incroyable, parce que contexte où on préparait justement la mise en place de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, la SDN. Et dans ce contexte, il y avait donc des leaders africains qui voulaient justement rencontrer le président Wilson, Clemenceau, le premier ministre anglais, mais toutes les tentatives, notamment Dubois, donc l'initiateur, il a vraiment essayé de rencontrer notamment Wilson et Clemenceau, et son résultat, il a pu être reçu par le Premier ministre anglais, et à la fin de la rencontre, il y avait cette phrase de la part du Premier ministre anglais, il dit « J'ai eu beaucoup de sympathie pour lui. Point ». C'est tout ce qui ressort d'une rencontre avec quelqu'un qui représentait toute une nation, l'histoire d'un continent. Oui, voilà. Parce qu'ils avaient préparé, ils avaient fait ces séances, ce congrès-là, ils avaient pris leur doléances, etc. Et Dubois, en tant que leader qui devait apporter ce message des résolutions qui étaient sorties de ce congrès, malheureusement, moi je dirais que en réalité, parce qu'ils ont planté une graine en réalité. Moi je dirais il a planté une graine. Malgré que c'était considéré comme s'il n'y avait pas de résultat. Moi je dirais qu'il avait planté une graine, parce que à travers ça, moi je pense on va en revenir avec d'autres émissions. Ça a été à l'ordre du jour d'ailleurs. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'adhésion de l'Afrique à la Société des Nations. Ah oui, effectivement, l'adhésion des nations, des Africains à la Société des Nations aussi, c'était l'un des premiers objectifs, et surtout que cette conférence de 1919, c'était une conférence, comme vous avez dit, qui était un moment opportun à saisir. C'était la visibilité internationale en fait pour les Africains. C'était pas seulement pour défendre les droits civiques, mais aussi pour ou bien dénoncer les injustices. C'était pour mettre fin au colonialisme. Donc c'était l'un des objectifs principaux de ce congrès. Et après, malgré tout, toutes les difficultés que Dubois a eu pendant ce congrès, mais je dirais que c'était quand même important de le faire, parce que à l'international, on savait que la colonisation en fait existait et qu'il fallait faire quelque chose de ce côté-là. La question coloniale était également à l'ordre du jour. À l'ordre du jour. Et la question coloniale a été posée d'une autre manière, je pense, parce que il était question de la terre, de l'éducation, de l'hygiène et de la situation de manière générale dans les colonies. Oui, c'est une conférence pendant laquelle plusieurs thèmes ont été discutés, notamment sur l'éducation, l'économie, la politique et tout. Et moi, je trouve et je salue les efforts de tous ces leaders
qui ont vraiment créé des bases, parce que c'est des bases. Après la conférence de 1900, donc 19 ans après 1919, pour tenir une autre conférence aussi pour réviser toutes les initiatives qui ont été initiées en 1900. Donc vraiment, c'est des choses énormes. Oui, parce que moi aussi, je viens rebondir sur ça, en fait. C'est dans cet amour et dans cet esprit, parce que déjà, il faut comprendre déjà qui était Dubois, lui qui prônait l'intégration du peuple africain au monde occidental. Moi, j'aimerais rebondir à travers un petit discours lors de ce congrès de 1919, oui, exactement. Où il disait l'Afrique ne peut rester isolée. Le monde moderne est un monde de nations, de races et de peuples en interaction constante. Les destinées de chaque groupe humain sont aujourd'hui inextricablement liées aux destinées de tous les autres. L'Afrique, pour sa part, doit jouer son rôle dans ce monde nouveau. Nous demandons que le peuple africain soit traité avec justice et qu'il obtienne leur place dans l'ordre mondial. En fait, il était là à chercher cette intégration. En fait, c'est là où ça me tient à travers ce congrès, parce que en regardant ce tout nouveau ordre mondial qui s'est tracé, la redéfinition. Et cet esprit va marquer la résolution finale du congrès. Et je tiens, Samuel, à lire également donc un extrait de cette résolution, rédigée en partie par Dubois. Nous savons que Blaise Diagne, qui était très très proche de Clemenceau, était là comme une garantie, parce que les Américains ne voulaient pas de ce congrès, il faut le rappeler. Et Clemenceau a toléré le congrès. Il ne l'a pas autorisé, mais il l'a toléré. Oui. Mais il avait son homme, donc à l'intérieur. Donc c'est Blaise Diagne qui préside. Le problème ne se pose pas. Et nous savons que l'initiateur, c'est-à-dire le maître penseur de ce congrès, c'est Dubois. Il fallait l'isoler. Donc en 1919, il n'a pas été isolé, mais il sera isolé par la suite, du moins ses idées. Donc je vais vous lire un extrait de cette résolution adoptée à la fin. Les Noirs du monde, réunis en congrès panafricain tenu à Paris, déclarent que l'intérêt de la justice et de l'humanité est dans le but d'apporter de nouvelles forces au progrès et à la civilisation. Donc ils s'inscrivent dans une vision globale et globalisante en même temps. Exactement, exactement. En fait, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça ils étaient en avance, ces militants. Ouais, ils étaient très en avance. Ils étaient très en avance. En 1919, attention. Donc, et voilà comment un continent considéré comme étant arriéré, mais il y a cette élite qui était en avance même par rapport à toutes les parties qui étaient en conflit, notamment les parties occidentales qui étaient en conflit sanguinaire, celui de la Première Guerre mondiale. Oui, effectivement, surtout avec la défaite des empires centraux. Enfin, c'est ce qui était marqué beaucoup plus. Ils ont tenu à faire ce congrès-là après la signature de l'armistice de 1918. Donc pendant la conférence de paix de Paris, qui a commencé le 18, le congrès du 19, etc. Donc c'est l'un des points importants, et ils ont exprimé plus plus de points avantages par rapport au congrès de 1900. Et c'était la continuation de ce congrès qui a commencé en 1900. Donc 1919, c'était pour mettre en œuvre déjà les points qu'ils ont soulevés en 1900 et puis les concrétiser en réalité. Oui, effectivement. C'est pour ça, moi, je disais tout à l'heure en disant, quand j'avais commencé avec cette citation qui m'avait touché à cœur, c'est là où, en fait, on comprend un peu l'esprit de ces intellectuels. Moi, je dis, c'est des intellectuels afro-descendants et africains qui étaient là. Quand on disait dans cette citation, en disant ceux qui ne comprennent pas la véritable douleur ne peuvent pas comprendre la véritable paix. En fait, c'est des gens qui ont subi. Ils ont subi. Malgré tout ça, eux, ils cherchaient la véritable paix. Ils cherchaient la paix, mais ils cherchaient également, attention, ils rêvaient de l'évolution des 200 millions d'Africains. Exactement. Donc, dont la résolution parle de 200 millions de Noirs qui peuplent la planète et qui, à cet effet, tout un ensemble de mesures s'imposaient à l'époque. Donc, vous parlez de mesures, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, l'accès donc à la santé notamment, et puis l'idée importante, c'est
on voulait, c'est-à-dire les Africains voulaient, au moins récupérer les colonies, les anciennes colonies allemandes. Exactement. Et en faire les premiers pays indépendants, d'accord. Et chose qui a été refusée et qui a été rejetée carrément par les congressistes. C'est ça, Issouf? Oui, justement, c'est un congrès qui est vraiment important. Moi, je salue vraiment les efforts de tous ces leaders qui sont mobilisés pour la réussite de ce congrès. Malgré les obstacles pendant ces moments, ils ont pu organiser ce congrès. Et c'est un congrès qui est vraiment marquant pour l'histoire du panafricanisme. Oui, au-delà d'être marquant, il faut regarder les difficultés pour organiser ce congrès. Il y avait tellement de difficultés politiques, économiques, etc. Des pressions. Des principales puissances. Oui. À l'époque, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Mais rien n'a été laissé au hasard, parce qu'on a parlé également des Africains qui sont asservis dans les colonies, parce que il a été question également de réfléchir à établir un code législatif international pour la protection des Africains indigènes, c'est-à-dire des autochtones, qui étaient asservis par les colons. Donc un code qui a été calqué sur le modèle du code international du travail. Mais bon, c'est un code qui n'aura pas d'effet. Effectivement. Déjà, par rapport à la conférence de 1919, je pense que c'est un point important à dire aussi, c'est que tous les points qui étaient soulevés pendant ce congrès n'ont pas eu un grand impact à l'avenir. Donc, tout ce qui était décidé, en fait, que ce soit par les Nations Unies, etc., c'était pas pris en compte. Donc, malgré que ça a eu un impact international et les voix des Noirs étaient entendues au niveau international, mais l'impact des décisions qui étaient prises n'était pas vraiment du côté en faveur des nations noires. Donc, ça reste un congrès qui était important et dans l'histoire du panafricanisme, parce que malgré tout ça, ils ont su en fait défendre les droits des peuples noirs et l'autodétermination des peuples noirs, et surtout dénoncer la colonisation. D'une part aussi, ils avaient compris ce que veut dire l'union fait la force. Parce qu'en comprenant le contexte de l'époque, où c'était vraiment difficile de faire déjà ce congrès, de réaliser ce congrès, moi j'aimerais rebondir par exemple sur une citation de Blaise Diagne, où il a dit quelque chose qui m'a touché à cœur, parce que là ça en va au-delà, parce qu'en regardant leur vision, où ils cherchaient cette intégration du peuple africain, cette mise en valeur de la population africaine ou des afro-descendants, où il disait par exemple, en disant dans une de ses discours, Blaise Diagne a dit, là il s'adressait en rapport avec la France, où il disait l'heure est venue pour la France de reconnaître ses enfants africains, non pas comme des sujets, mais comme des citoyens à part entière. Nous avons versé notre sang pour la défense de cette République. Il est juste que nous jouissons de mêmes droits que nos frères européens. En fait, c'est-à-dire qu'ils regardaient le droit humain. C'est-à-dire que cette injustice tant souffert par cette population afrodescendante ou des Africains, que ça puisse être mis. Parce que vous avez parlé, par exemple, dans Première Guerre mondiale, où les Allemands avaient perdu certains de leurs possessions. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à discuter, il y avait quelque chose à mettre en marche pour la population afrodescendante et africaine. Parce que eux, ils cherchaient cette convivialité, en quelque sorte. On peut dire chercher une convivialité, mais attention, aucun dirigeant occidental n'a pris au sérieux les résolutions. Ils étaient vraiment sourds. La presse ouest-africaine constate que pour la première fois, des délégués venus de plusieurs territoires africains différents se sont retrouvés ensemble pour discuter des solutions à apporter à des problèmes communs, mais ils n'ont pas eu donc l'écoute nécessaire pour avancer, pour réaliser cette émancipation rêvée des peuples d'Afrique. Moi, je pense que c'est tout à fait normal, parce que pour eux, c'est vraiment inimaginable, comment on dit, de réaliser un tel congrès. Parce que
c'est vraiment un congrès qui est très important, qui a rassemblé beaucoup de leaders africains. Et c'est là l'impérialisme et le colonialisme. Je pense directement à la citation de Thomas Sankara qui dit que l'esclave qui ne peut pas assumer sa révolte mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra à celle de son malheur s'il se fait des illusions. Donc c'est pour dire que c'est un mouvement de la prise de conscience qui a été initié. Donc c'est un mouvement qui est vraiment important pour l'histoire du panafricanisme. Certains historiens disent que ce congrès a été marqué par une série, c'est vrai, de résolutions, mais le plus difficile commence à la fin de ce congrès, car il fallait donner une visibilité, une audience, une profondeur à toutes les résolutions pour mobiliser la tenue d'un prochain congrès, parce que il fallait réfléchir donc à pérenniser l'initiative des rencontres panafricaines. Donc il fallait, par exemple, installer un secrétariat permanent pour préparer la rencontre suivante prévue à Paris en 1921. On a eu toutes les difficultés du monde à installer ce secrétariat pour préparer la rencontre de 1921. Et puis, Dubois sera même critiqué aux États-Unis lorsqu'il va à Washington, juste après le congrès, et essayer d'expliquer les résolutions de ce congrès. Il y avait une ancienne institutrice qui va se lever donc à Washington et il va dire Dubois ne peut pas représenter la conscience africaine et la conscience des afro-descendants. Et c'est toute la difficulté. Donc l'initiateur de ce congrès et celui qui a commencé à préparer le prochain congrès commence à se faire attaquer, y compris même par ses anciens alliés. Effectivement, parce que là, on peut dire que les résultats, c'est là où on a ainsi dit en disant ils ne s'attendaient pas déjà à ce que ce congrès, déjà, même si ça n'a pas abouti aux résultats recherchés, parce qu'ils voulaient à ce que Dubois puisse porter la voix, c'est qu'il y ait des résolutions qui vont être prises en faveur de la demande des Africains et des Afro-descendants. Mais en réalité, ils ont compris que le mouvement commençait à prendre l'ampleur. Ils ont compris que la vision de Dubois finirait par aboutir à quelque chose. On a commencé à vouloir l'évincer parce qu'on a compris qu'il était passé maintenant en action. C'était pas des paroles en l'air. C'était une personne qui était déterminée à résoudre et à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Malgré la première échec, il n'a pas abandonné. Et à travers ça, on a voulu l'évincer. C'est pour ça on va remarquer même que, même à travers, même s'il a participé au deuxième congrès, mais on voit qu'il a commencé à être plus on peut dire marginalisé. C'est là où on a commencé, parce que vous savez une chose, on aime le dire souvent, la communication est une arme de construction massive. Et à travers ça, on a commencé maintenant à le détruire à travers cette communication. Mais ils ont réussi quand même, puisque vous parlez là, peut-être, donc, et on termine avec, donc, un petit rappel, ils ont réussi quand même quelque chose, c'est la mise en place de nouvelles associations panafricaines dotées d'un trimestriel international, la Revue Noire, qui sera diffusée en français, en anglais, en espagnol et au portugais pour justement dire l'importance de la communication. Ils ont compris l'importance de la communication à travers la mise en place, à travers la création de cette revue. Oui, effectivement. En fait, malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant ce congrès, mais il a quand même abouti à quelque chose. D'une part, la création de cette revue et aussi faire entendre leur voix à l'international malgré que leurs attentes étaient pas vraiment entendues et leurs demandes. Et aussi, c'était un précurseur des mouvements de décolonisation et préparer le terrain et mettre les bases solides pour les congrès à venir et pour les mouvements panafricains à venir. Donc je dirais que c'est un congrès qui a marqué l'histoire du panafricanisme malgré tout. On peut dire que la graine a été semée et on a commencé à avoir des résultats parce qu'ils ont compris qu'il faut avoir notre portée, avoir notre voix, parce que la communication est une arme de construction. Donc je pense que ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier, Issouf Abdallah, Zohra El-Heni et Samuel Akizimana. À très bientôt sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.